Bonsoir. Deuxième semaine, en effet, pour la belle époque, avec notre nouvelle équipe de la tête et les jambes. Monsieur Échinard, tout d'abord, la tête. Monsieur Échinard qui nous vient de Marseille. Bonsoir, monsieur Bellemare. C'est bien passé cette semaine? Oui, un petit peu studieuse, mais enfin, ça s'est bien passé. Un peu studieuse. Alors écoutez, vous allez encore voir de la lecture, là. Oh Arthur Comte vous a dédicacé son dernier livre le 1er janvier 1900. Ça tombe très bien parce qu'on est en plein dans l'époque. Je le remercie beaucoup et je vous promets de ne pas regarder pendant l'émission. D'accord. Bien. Eh bien, nous allons rejoindre tout de suite au bois de Boulogne, c'est-à-dire au jardin d'acclimatation très exactement, Roger Cudère avec Gilles Lévesque. À vous, Roger. Eh bien, je pense que le jumelage, Pierre, Marseille et Québec marche bien. Oui. Quoi qu'il fait un temps épouvantable ici, il tombe une sorte de neige fondue. Oui, mais c'est assez froid, mais c'est bien. Alors, ça s'est bien passé cette semaine à Paris? Oh oui, très bien. J'ai bien mangé, j'ai pris du bon vin et je me suis reposé aussi. Et vous avez eu des nouvelles de votre femme, de vos enfants? Oui, j'ai eu des nouvelles 2 fois cette semaine. Tout va très bien là-bas aussi. Vous avez téléphoné? Et vous m'avez dit que ça coûtait cher. Oui, ça coûte plus cher de téléphone que ça peut coûter de chambre. Bon, à part tous ces détails, je dois dire que ce soir, au lieu d'avoir 2 minutes 30 secondes pour réaliser vos exploits, vous aurez simplement 2 minutes 27 secondes. Alors, vous êtes en forme. Oui, je suis en forme. Vous voulez aller à Marseille, alors? À monsieur Échinard, votre partenaire. Oui. Allez, Marseille. Allez, Marseille, moi je suis là pour vous reprendre si jamais vous avez de la misère. Le Québec est là. À vous, Pierre. Eh bien, espérons en effet que M. Échinard n'aura pas de la misère. Et voilà un beau mot, c'est vrai. Hein? Oui, des mots qu'on n'ose plus employer. Alors qu'à Marseille, on le dirait. Oui, bien sûr. Quelle Alors misère. que les Québécois qui ont un excellent français, eux, l'emploient. C'est vrai. Vous avez bien raison, Gilles. Deuxième volet de la belle époque, donc, qui nous amènera jusqu'au terme de ce 19e siècle, véritable plateforme de notre monde moderne. Une fin de siècle bouillonnante, monsieur Échinard, bouillonnante d'événements marquants, mais aussi pleine d'inquiétudes et d'incertitudes. Mais avant de l'aborder, monsieur Échinard, je voudrais vous poser une question. Où en était la famille Échinard à la fin du 19e siècle? Qu'est-ce qu'elle faisait, la famille Échinard? Bien, la famille Échinard était en partie dans la banque. Elle plaçait probablement les emprunts russes dont on a parlé l'autre fois. Et puis en partie représentant de commerce. Mes parents n'étaient pas très loin non plus de voir le jour, ce qui fait que je connais un peu la belle époque à travers eux encore. Bien. Eh bien, monsieur, levons le voile sur l'année 1894 avec une affaire qui, il faut bien le dire, de nos jours encore, exalte les passions. Voici la première épreuve. En cette année 94, le scandale de Panama venait à peine de s'estomper. Les anarchistes rentraient dans la voie de la sagesse. C'est alors qu'un simple chiffon de papier ramassé dans une corbeille par une femme de ménage à l'ambassade d'Allemagne allait déchaîner pendant près de 10 ans les passions les plus vives et remuer les consciences les plus pacifiques autour d'un seul nom, Dreyfus. L'affaire Dreyfus venait de commencer. Je vous rappelle les grandes lignes. Un bordereau subtilisé à l'ambassade d'Allemagne propose à un inconnu des secrets militaires importants. Après enquête, on acquiert la conviction que l'écriture de bordereau est celle du capitaine Dreyfus, qui, condamné, après avoir été dégradé sur le front des troupes, est envoyé au diable dans une île du Bagne. Cependant, une nouvelle enquête révèle qu'un autre officier, Esterhazy, serait en fait le vrai coupable. C'est son écriture qui est celle du bordereau. Alors, devant l'ampleur du scandale, l'armée décide de se taire. Et, circonstance inouïe, certains militaires n'hésitent pas à fournir des faux qui innocentent Esterhazy en culpabilisant encore un peu plus Dreyfus. Raison d'État. La consigne ignoble est celle-ci: laissons pourrir dans son cachot ce pauvre petit juif. L'essentiel, c'est que l'armée conserve son prestige intact. Mais, sous l'impulsion du propre frère de Dreyfus, des journaux commencent à poser des questions. Et puis, le 13 janvier 1898, alors que Dreyfus est au bagne depuis 3 ans, Zola publie dans l'Aurore son célèbre « J'accuse ». Condamné, Zola doit s'exiler. Mais un événement vient créer un rebondissement sans pareil. Accusé de faux, le colonel Henry, qui avait fourni des preuves contre Dreyfus, se suicide en prison. Et cette fois, les passions se déchaînent. Révision ou non révision, la France entière prend parti. Mais le vent a tourné, la justice est en marche.
Dreyfus quitte l'île du diable, on refait son procès. Cette fois, il est gracié. C'est la moindre des choses. Réhabilité, ça lui fait une belle jambe. Il est rétabli dans son grade, ce qui lui fait une belle rente. On le remet dans la Légion d'honneur, ce qui lui fait oublier sa solitude de 4 ans à l'île du diable. Les esprits se calment, l'armée éponge sa honte, la France respire. Ouf, l'affaire a été chaude. Je pense que cette première question, monsieur Échinard, ne vous surprendra pas, puisque tout naturellement, nous allons évoquer des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards parmi quelques noms célèbres. Alors, monsieur, rejoignez Maurice Barrès. Donc, voici ces noms célèbres. Monsieur Maurice Barrès, donc, que vous avez ici. Un peu plus loin, Anatole France. Puis, Octave Mirbeau. Puis, Charles Péguy. Et enfin, monsieur Henri Rochefort. À vous de nous dire quelle était la position respective de ces messieurs, monsieur Échinard, au moment, je précise bien, de la révision du procès, c'est-à-dire en 1898, monsieur, car l'affaire couvre un certain nombre d'années, comme vous le savez. Aux partisans de Dreyfus, c'est-à-dire aux Dreyfusards, eh bien, monsieur, vous mettrez la plaquette j'accuse. J'accuse. Nous sommes d'accord. Oui. Aux adversaires de Dreyfus, c'est-à-dire aux anti-Dreyfusards, vous mettrez l'épée brisée, signe de la dégradation. Alors nous commençons tout de suite, monsieur, nous repartons. Monsieur Maurice Barrès. Alors bien sûr, il était contre Dreyfus, Anti-Dreyfusard. anti-Dreyfusard. Je lui mets donc l'épée brisée. Voici qui est fait, monsieur. On pourrait presque dire par vocation. Par vocation. Bien, alors, Anatole France, monsieur. Lui aussi par vocation, Dreyfusard. Dreyfusard, par J'accuse. vocation, lui aussi. J'accuse donc, monsieur. Lui, Dreyfusard, partisan de Dreyfus. Monsieur, ensuite, nous avons Octave Mirbeau. Lui aussi est Dreyfusard, j'accuse. Lui aussi est Dreyfusard. Alors, je place j'accuse. Monsieur Péguy, monsieur. Alors M. Péguy, c'est un cas un petit peu particulier. Lui, ce n'est pas une vocation, c'est un choix douloureux, mais il prend le parti de Dreyfus. Donc, Dreyfusard, j'accuse. Nous sommes d'accord, monsieur? Oui, oui, oui. Parfait. Donc, voici. Et enfin, monsieur Henri Rochefort. Eh bien, M. Henri Rochefort est contre Dreyfus, presque par vocation, bien qu'il ait hésité au début. Pendant quelques jours, il s'est demandé quel parti prendre, et puis il a dit non, mes lecteurs ne peuvent être qu'anti-Dreyfusard. Donc, Par je conséquent- place l'épée brisée, monsieur. Voilà. Bien. Eh bien, nous allons vérifier, à moins que vous demandiez un droit à l'erreur. Ben non, je ne Non, crois pas. je vous rappelle que vous avez 3 droits à l'erreur. Oui. Vous ne pouvez en mettre qu'un par épreuve. Nous sommes d'accord, pas de droit à l'erreur Oui, pour non, cette non. première question. Bien. Monsieur Maurice Barrès, si vous avez raison, nous allons retrouver derrière son portrait la fameuse scène du petit journal représentant justement la dégradation. Oui. Alors, nous regardons, anti-Dreyfusard, et vous avez raison, voilà cette scène célèbre. Anatole France, vous avez dit Dreyfusard, vous avez mis le j'accuse, nous devons retrouver bien sûr la première page de l'Aurore, derrière Anatole France, et c'est bien ce que nous retrouvons. Il renverra sa Légion d'honneur lorsqu'on enlèvera à Zola, enfin lorsqu'on fera le procès de Zola. Je crois que, Et- à l'époque, Oui. ces hommes étaient très passionnés, Et on à avait partir, de raison à d'ailleurs. partir de ce moment-là, il n'a plus siégé à l'Académie française pendant plus de 20 ans. Il a refusé de revenir à l'Académie française. Octave Mirbeau, j'accuse également, nous regardons, pas de problème en effet, c'est exact. Je veux dire que il faut lire en détail cette lettre Oui. au président de la République, car elle est vraiment fantastique. Elle est très violente, mais c'était le style de l'époque. Oui. Charles Péguy, également j'accuse. C'est vrai, monsieur. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas un rédacteur en chef qui n'a pas encadré dans son bureau cet exemplaire de l'Aurore. Enfin, Henri Rochefort, anti-Dreyfusard, on doit retrouver donc la dégradation. Bien sûr. Et vous aviez raison, monsieur, c'est bien elle que nous voyons aux deux. Bravo, monsieur, le sans faute pour cette première question. Eh bien, si vous le permettez, je vais vous demander de m'accompagner. Oui. Nous allons retourner vers le point central. Et pour cette seconde question, monsieur, je vais vous proposer 4 affirmations concernant toujours l'affaire Dreyfus. Je vais vous demander de vous asseoir là. Je vous précise cependant, monsieur, que pour répondre, je vous demanderai, je vous expliquerai après pourquoi, je vous demanderai de ne faire appel qu'à vos connaissances propres et à ne pas vous laisser influencer en quoi que ce soit Par la parce que question. vous auriez pu voir auparavant, monsieur, simplement. Bien.
Monsieur, voici donc quelques affirmations, vraies ou fausses, concernant l'affaire Dreyfus. Première affirmation, monsieur. Le colonel Henry s'est suicidé d'un coup de revolver, vrai ou faux? Faux. Il s'est suicidé avec un rasoir. Avec un. Donc nous enlevons le vrai, vous laissons le faux. Deuxième affirmation. Guillaume II a innocenté Dreyfus. Probablement pas lui-même, mais par personne interposée, oui. Il y a eu plusieurs ambassadeurs qui ont fait des démarches auprès du gouvernement français pour dire Dreyfus, connaissons pas. Donc oui, par personne Par interposée. personne interposée, certainement. Bien, alors donc c'est vrai. Nous enlevons le faux. Troisième affirmation. Le colonel Picard, âme de la révision du procès, Oui. a été emprisonné 330 jours. Je sais qu'il a été emprisonné. Il a d'abord été envoyé en Tunisie, et puis ensuite, lors d'un deuxième procès, il a été arrêté, emprisonné. 330 jours, je n'en suis pas sûr, mais je serais tenté de dire vrai. Vrai. Nous enlevons le faux. Quatrième affirmation. Dreyfus a été dégradé dans la cour des Invalides. C'est faux. Il a été dégradé dans la cour de l'école militaire, et c'est là ensuite qu'on lui a rendu ses galons et qu'on l'a réhabilité, en quelque sorte. Enfin, à moitié réhabilité, du moins. Donc, faux pour la dernière réponse. Droit à l'erreur? Non. Non. Nous vérifions, monsieur. Le colonel Henry s'est suicidé d'un coup de revolver, vous avez dit faux, et c'était faux. Guillaume II a innocenté Dreyfus, vous avez dit vrai, et c'était vrai, en faisant notifier que l'Allemagne n'avait jamais eu aucun rapport ça. avec lui. Bien sûr, ce n'est pas lui-même, Son mais ambassadeur. il l'a fait notifier, c'est cela. Troisièmement, le colonel Picard, âme de la révision du procès, a été emprisonné 330 jours, vous avez dit vrai, et c'était vrai, monsieur. Enfin, et c'est pour cette question que je vous disais, ne tenez pas trop compte de ce que vous avez vu avant, car, monsieur, vous avez remarqué que dans la fameuse gravure du petit journal, on voit très visiblement sur la gravure le dôme des Invalides. Bon. Oui. Et si on a tout de suite cette gravure dans l'esprit, on peut se dire, mais oui, cour des Invalides, Oui, c'est oui. bien là. Or, vous nous avez dit, monsieur, Dans l'école que militaire. dégradé aux Invalides, c'était faux, et c'était faux en effet, monsieur, car c'était en effet, comme vous l'avez dit, dans la cour d'école militaire. Et nous avons eu un tel doute en voyant cette gravure, monsieur, que je me suis rendu moi-même dans la cour de l'école militaire pour voir si le dessinateur n'avait pas fait une erreur. Bon. Or, il n'a pas fait d'erreur, car lorsqu'on regarde en effet le bâtiment de côté de l'école militaire, on voit aperçoit. derrière dans la perspective Eh le oui. dôme des Invalides, donc c'était exact. Bien, Une question de voisinage. une question de voisinage, simplement. Monsieur, les hommes ont beaucoup joué au XIXe siècle à un jeu passionnant, inventé. Oui, ils ont joué à inventer, et sans ces chercheurs obstinés, monsieur, notre bien-être d'aujourd'hui laisserait sans doute fort à désirer. Or, en 1895, monsieur Échinard, deux frères, Louis et Auguste, avaient inventé, sans s'en rendre compte, un jouet fabuleux, le cinématographe. Ce sera le thème de notre deuxième épreuve que voici. Bonjour, madame la caissière. Pourrais-je parler au directeur, monsieur Volpini? On va voir ça. Monsieur Volpini, on vous demande. Le voilà. Le grand Volpini en personne. Vous le désirez, jeune homme? Voilà. Votre fortune, monsieur, et la mienne par la même occasion. Ah bon. Je vous écoute. Monsieur, je suis chargé par les frères Lumière de lancer la merveille des temps modernes, le cinématographe. De quoi? Monsieur, j'ai apporté le matériel. Permettez-moi de vous le présenter. Je vous en prie. Voilà. Des personnages, grandeur nature, qui remuent et vivent parmi vous, comme s'ils étaient justement parmi vous, sur une toile, plus fort que la lanterne magique, n'est-ce pas merveilleux? Intéressant. Nous pourrions traiter l'affaire au pourcentage, vous auriez 25% de la recette. Enfin, j'irai jusqu'à 30. Mon Dieu, Léon, mais vous n'avez pas de sens commun. Et si ça ne marche pas, qui paiera le ménage de la salle? Et moi, comment serais-je rétribué? Le pourcentage dans ces cas-là me semble très aventureux. Jeune homme, il a des aventures qu'un homme de mon âge ne saurait courir.
Je loue ma salle 30 francs par jour, plus les frais. Soit, mais vous le regretterez. « 31, 32, 33, 34 et 35 billets vendus. Voilà, c'est tout et pas un de plus. Alors, 35 spectateurs à 1 franc, ça fait 35 francs. D'autre part, nous avons 4 francs 50 de nettoyage, 5 francs 50 de personnel, ça fait 10 francs, plus 30 francs de location. 40 francs tout rond. C'est exact. Vous me devez 100 sous, jeune homme. Je vous avais prévenu. Nous. Alors, 2500 entrées à 1 franc, 2500 francs. Voici les souches, si vous voulez vérifier. Voyons, vous plaisantez, voyons. Alors voici les frais. Alors, 5,50 de personnel, 4,50 de frais de nettoyage, 10 francs, plus 30 francs de location. Ça fait toujours 40. Oui, c'est exact. Alors, 2500 francs moins 40 francs. 0 t de 0 reste 0. 4 t de 10, il reste 6 et je retiens 1. Ça nous fait... Eh ben, ça fait le reste. Allez, bonsoir, jeune homme. Et merci. Eh oui, monsieur, ce fut un véritable miracle, car si cela avait bien mal commencé pour le cinématographe, 35 spectateurs pour, je ne sais plus, 25 séances à peu près dans la journée, eh bien, le deuxième jour, ce fut un triomphe. Et déjà, vous le savez, monsieur Méliès avait senti qu'il se passait quelque chose. Monsieur, il y avait 10 films au menu de la première, je dis bien de la première séance de cinéma. Première séance parisienne. La première séance à Paris, dans ce café que nous venons de voir, il y a eu 10 films de proposés. Monsieur, voici 5 photos extraites des films des frères Lumière. Oui. Je ne vous dis pas qu'ils font partie de cette première séance, justement. Oui, oui, bien sûr. Bien. Monsieur, voici, première photo, regardons-la, l'arroseur arrosé. Oui. Voici la partie d'écarté. Voici Querelle de bébé. J'insiste sur les titres, car il y en a qui sont proches dans les films Lumière. Sortie des usines Lumière à Lyon. Et enfin, Le Train. C'est le titre du film. Il ne s'appelait pas Train entrant en gare de la Ciotat, mais Le Train, tout court. Oui. Bien. Monsieur, parmi ces films, y en a-t-il qui faisaient partie de la première? Et si oui, je mettrai un 1 devant. Ceux qui n'en font pas partie, monsieur, je ne mettrai rien. Entendu. Alors, nous regardons tout d'abord le premier film. L'arroseur arrosé était-il de la toute première représentation? Eh bien non, il n'y était pas. Il n'y était pas, monsieur. Donc, je ne le mets pas, pardon, excusez-moi, il n'y était pas, pardonnez-moi. Et il avait été représenté avant, à Lyon. Je ne parle pas de Il Lyon. n'a monsieur. pas été représenté à Paris. D'accord. Donc Il je a ne été mets rien. représenté Je que garde- début 96, donc quelques jours plus tard. Je ne mets rien. Je dis bien, monsieur, maintenant, la partie d'écarté. Oui. Là, il y a un petit doute parce que j'ai vu deux termes, un partie d'écarté, l'autre partie de piqué. Ah, monsieur, Alors- je dis, moi, la partie d'écarté. Oui. Attention, monsieur. Écoutez, on le réserve. On le réserve. Bien. Querelle de bébé. Je dis bien Querelle querelle. de bébé, oui. Oui, Oui, oui. voilà la première. Sortie des usines Lumière à Lyon. Oui. Première. Et enfin, monsieur, le train. Le train aussi. Alors, Voilà, monsieur. oui. Nous revenons à la partie d'écarté. bien, je suis un petit peu troublé par cette affaire-là, mais je dirais qu'il y était. Droit à l'erreur ou pas, monsieur? Ah, écoutez, je ne le prends pas. Je pense que c'est bon comme ça. Bien.
Je précise, monsieur, que cette question a été faite d'après le programme communiqué par le docteur Génard, conservateur directeur du musée du cinéma à Lyon. Oui. Remarquez, je ne la prends pas parce que je préfère réserver un petit peu mes bras. Le problème, c'est qu'on trouve énormément de versions différentes de films, y est-il et y est-il pas. Mais enfin, je pense que ça doit se Bien. recadrer. Monsieur, nous regardons. Nous avons dit que l'arroseur arrosé n'y était pas, vous n'avez rien mis. Non. Donc, s'il n'y a rien là, il ne doit y avoir rien non plus derrière le cube. Il n'y était pas. Rien nulle part, et vous aurez gagné, monsieur. Il n'y a rien. Non, non, Donc, monsieur, tout va bien, il n'y était pas. La partie d'écarté, vous avez hésité, et finalement, monsieur, vous l'avez mis. et voilà. Il n'y a rien, monsieur. Oui, c'est la partie de piqué. La partie d'écarté n'y était pas. Querelle de bébé, vous l'avez mis. Oui, il y est. Non, monsieur, ça s'appelait repas de bébé. Et oui, il y en a deux. Parce que querelle de bébé, c'est deux bébés qui se querellent. Oui, Je vais oui. vous faire refaire voir la Oui, photo. oui, oui. Si vous voulez Je remontrer, pensais s'il que vous la plaît. querelle avait lieu Querelle de bébé, à oui, c'est propos deux. de la Alors soupe. que repas de bébé, on donne Oui, la il y soupe avait à une bébé, affaire c'est- de soupe, Eh oui. oui, mais c'est pas dans la querelle, c'est dans le repas. Ah, c'est ouais. différent. Eh oui, ah oui, qu'est-ce que vous voulez. Bon, Oui. c'est de l'histoire, monsieur. La première séance du cinématographe, Ah, c'est oui. très important. Bien. Sortie des usines, vous avez dit qu'elle était de la première. Et vous avez raison, première séance. Quant à l'arrivée du train en gare de la Ciotat, monsieur, le train, eh bien, il n'y était pas non plus à la toute première séance. Ah, pourtant. Si, Enfin, remarquez, je sais. On ne peut rien dire, on trouve toutes les Monsieur, versions. nous l'avons vu dans des versions, etc. Oui, oui, nous oui. avons tellement été troublés. Nous Oui, avons oui. décidé de prendre une seule référence qui nous paraît la Oui, bonne. ça. Celle, encore une fois, du docteur Génard, oui, qui est il le n'y a pas de conservateur et directeur du musée du cinéma à Lyon. Dommage que je n'ai pas pu prendre la même. Monsieur, je suis navré, vous perdez sur cette question. Et Gilles Lévesque, premier attrapage des jambes. Bien, ici le jardin d'acclimatation avec Gilles Lévesque. Je vous rappelle ce que vous devez faire. 2 tranches de cette poutre à la scie, à la ciotte, comme on dit au Canada. 1 minute de récupération, car vous êtes là à la limite de la syncope quand vous avez fini, et vous attaquez l'autre poutre à la hache. Le tout en 2 minutes 27 secondes. Sont d'accord, Gilles? Oui. Ça va? Parfait. Je vous laisse. 2 chronométreurs, vous êtes prêts? Oui. Bien. 5, 4, 3, 2, 1, top! La première tombe. Il attaque immédiatement la seconde. Coupe ça comme du fromage. C'est incroyable. Top! 20 cm de côté. Et il récupère. 13 secondes. Il récupère. Il a droit à 1 minute. Et ensuite, il attaque l'autre poutre à la hache. Vous le voyez au ralenti. 15 secondes. « 30 secondes. « 45 secondes. 45 secondes pour la récupération. 50 secondes. 50 secondes. Et il monte sur sa poutre. 5, 4, 3, 2, 1, top! 1 minute 15. Et pour lui, le danger, c'est de rencontrer un nœud. Ce qu'il m'expliquait. On ne sait jamais où il y en a un. Et s'il y en a un, ça, c'est un coup dur pour lui. Ça a l'air de bien marcher. Et immédiatement, il attaque l'autre côté. 1 minute 30. 1 minute 30. Ah là, il y a un nœud, justement. 1 minute 40. 1 minute 40. Je crois que ça marche bien. Ça marche même très bien. 1 45. 1 45. Il est dans une forme. 1 50. Top! 1 50. Inutile de vous dire que Gilles est dans une forme remarquable. Je ne vous demande pas parce que je sais que vous ne pouvez pas parler, mais vous êtes content, simplement, oui ou non? Oui, très bien. À vous, monsieur Chinard, à vous, Pierre Velman. Vous avez vu la forme fantastique de Gilles Lévesque. Je veux dire qu'on avait un petit peu peur cet après-midi, car cet après-midi, au cours d'un essai, Jacques Ruttmann nous disait tout à l'heure, il a abandonné, car il ne trouvait plus son souffle. Je vous le dis maintenant, que oui. ça s'est bien passé, parce que je ne vais pas vous inquiéter.
Et nous nous inquiétions car Gilles vient d'un pays où l'air est très pur, il faut bien le dire. Et depuis une semaine, il est à Paris, bien sûr. D'une part, il y a la bonne cuisine française, il y a le bon petit vin et le Beaujolais nouveau qui arrive. Et le manque d'oxygène. Et puis, il y a le manque d'oxygène de la ville, il faut bien le dire, auquel il n'est pas habitué. Bien, alors on va lui conseiller de toute façon pour la semaine prochaine d'aller faire un petit tour à Fontainebleau. Il a l'air d'avoir la forme olympique. Là, il a la forme olympique. Bien. Monsieur, justement, on va parler sport. Le véritable acte de naissance du sport est sans conteste possible, monsieur, relié à un événement dont la dimension ne fit que croître, puisqu'il permit de rassembler tous les 4 ans la jeunesse sportive du monde. Si de nos jours, hélas, l'esprit olympique qui anima les pionniers de la belle époque a cédé le pas à un esprit plus discutable et discuté, déplorons-le. Mais en 1896, tout cela n'existe pas. Sous le ciel d'Athènes, le présent donne la main au passé. Voici notre 3e épreuve. La cérémonie d'ouverture fut grandiose. Lorsque le roi George de Grèce arriva à la tribune officielle, il s'adressa à un jeune homme au regard ardent. « Je sais ce que les jeux vous doivent, lui dit-il. » Point de suspension. Pierre de Coubertin ému vivait là la minute la plus intense de son existence. Grâce à lui, les Jeux olympiques étaient ressuscités. Oh, zut! Hey! Mais ça ne va pas, non? Mais vous êtes là. Ça se voit, j'espère. Quelle vie! Et quand je pense que c'est pour me glorifier qu'on m'a érigé en statue, je vous jure. Oh, je suis confuse. Vous pouvez. Pardonnez-moi. Soit, mais enfin, mon enfant, mettez-vous à ma place. J'ai les fesses couvertes de graffiti. Tenez, regardez vous-même. À gauche, là, par là. Plus bas, top. Vous y êtes, vous voyez? Apollo pour la vie. De l'autre côté, par là. À ma Mercury adorée. Et ça n'est pas tout, il y a eu pire. Pas plus tard que le siècle dernier, un Turc, car ça ne pouvait être à mon avis qu'un Turc, a essayé de me voler mon disque. Mais alors ça, pour me le prendre. Mais alors, c'est une vicieuse ou quoi? Vous êtes mon fameux disque-ball. Oui. C'est vous qui avez participé aux Jeux antiques. J'ai même remporté l'épreuve de lancement du disque. Vous avez réellement vécu avant Jesus Christ? Avant qui? Oh non, mais je rêve. Mais qu'est-ce qu'elles ont, ce siècle-ci? Parce qu'enfin, c'est vrai, on a beau être de marbre. Vous dites? Non, rien. Est-ce vrai qu'autrefois, les vainqueurs étaient l'objet d'attention spéciale? Oui, mademoiselle. On nous votait une pension à vie. On ne payait pas d'impôts. On nous offrait des places de théâtre, de cinéma, des disques. Et puis les plus grands artistes de l'époque nous statufiaient. Au fait, à quoi ont-ils droit, vos vainqueurs, aujourd'hui? Oh, une médaille d'or. C'est tout? Non, ils ont aussi leur portrait dans le journal. Eh bien, on peut dire que de mon temps, c'était vraiment la belle époque. Ça y est, ça la reprend. Au fait, qui a gagné le lancement du disque? Garrett. C'est Robert Garrett qui a gagné. C'est un Américain. Il a lancé à 29 mètres 15. 29 mètres 15. Mais pourquoi ne m'a-t-on pas sélectionné? Mais ce disque, mademoiselle, je l'envoie, moi, à plus de 30 mètres. Descendez. Asseyez-vous. Et maintenant, regardez. Eh bien, à côté des épreuves sportives classiques, dont le disco-ball fait partie, d'autres, au contraire, monsieur Échinard, assez curieuses, furent inscrites parfois au programme des Jeux
et ne connurent qu'une carrière éphémère. Alors, nous allons vous en proposer 5, monsieur, et à vous de nous dire si ces épreuves ont réellement existé ou si elles sont dues à notre imagination, monsieur. Fertile. Fertile. Bien. Alors, vrai ou faux, nous commençons tout de suite, monsieur, par l'épreuve numéro 1 que nous découvrons maintenant. C'est l'épreuve du lancement de la poutre, qui eut lieu d'ailleurs pour la première fois et une seule fois en 1896. Elle fut même interrompue par suite d'un accident. Je vous précise que la poutre pesait 70 kilos. Vrai ou faux, monsieur? Je serais tenté de dire faux. Je ne pense pas que ça ait eu lieu en 1896. Monsieur, votre réponse est enregistrée. Monsieur, voici la deuxième épreuve étonnante. Je vous signale que ces épreuves ont pu avoir lieu entre 1896 et 1912. Hein. Oui. Voici la deuxième épreuve, monsieur. C'est le lancer du poids lourd de 56 livres, connu aussi sous le nom de lancer du gros boulet de 56 livres. Nous sommes loin de notre boulet actuel pour les Jeux Olympiques, un peu plus de 7 kilos. Et il fut lancé, ce poids lourd de 56 livres, à 10 mètres 464 par un Français d'ailleurs, c'était en 1904, et ce Français se nommait Desmarteau. Bien, alors, non. Parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de Français de marteau qui ait lancé un poids quelconque. Un boulet, un marteau Non. qui a lancé un boulet. Non. Bon, d'accord. Non. Bien, monsieur, je vous en prie, nous passons à la troisième épreuve sportive, monsieur. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, monsieur Échinard, Ah. car cette troisième épreuve sportive est une épreuve de littérature, en fait. Elle fut remportée, je peux vous le préciser, en 1912 par 2 Allemands pour une ode au sport. Alors ça, au contraire, ça ne me surprend pas. Le baron de Coubertin avait jugé qu'il fallait faire des épreuves en quelque sorte artistiques et littéraires, en plus des jeux purement physiques, un peu comme ça se faisait sous l'Antiquité. Donc, je mets les anneaux olympiques, là. Oui. Hein. Donc, ça a eu lieu aux Jeux Oui, olympiques. je pense. Alors, c'est fait, monsieur. Bien. Quatrième épreuve. Une épreuve moins surprenante qui a été popularisée à la télévision par Interville, c'est la lutte à la corde par équipe, qui figura aux Jeux Olympiques de 1900 et de 1904. Oui. Oui. Donc, les anneaux olympiques également pour celle-ci. Enfin, monsieur, dernière épreuve. Le tir sur sanglier courant. Pas besoin d'explication, son épithète est assez compréhensible. Épreuve qui eut lieu aux Jeux Olympiques de 1900. Je vous signale quand même qu'on utilisait un fusil, non pas ce tromblon, que notre maquettiste a un petit peu caricaturé. Et le gagnant fut un Français. Oui. Oui. Monsieur, vous regardez vos réponses et vous me dites si vous prenez ou non un droit à l'erreur. Bien écoutez, je crois qu'il faut quand même laisser souffler un peu monsieur l'évêque. Je vais prendre de toute façon un droit à l'erreur. Droit à l'erreur. Bien. Alors, monsieur, voyons si vous avez eu raison et si vous ne l'avez pas gâché. Car vous ne pouvez en prendre qu'un par épreuve. Il y a encore une question après celle-là. Bien. Le lancer de la poutre de 70 kilos, vous a donné des précisions. Le lancer de la poutre, eh bien, il n'y a rien, monsieur, vous n'aviez rien mis, non. C'était une pure et simple invention. Le lancement du poids de 56 livres, monsieur, vous n'avez rien mis. Et pourtant, ce fut une épreuve olympique. Ça m'avait échappé. Épreuve de littérature, vous aviez mis les anneaux olympiques, et vous aviez raison, ça existait. La lutte à la corde par équipe, vous avez mis les anneaux, et vous avez eu raison, ça existait. Et enfin, le tir sur sanglier vivant, eh bien, vous avez mis les anneaux, et vous aviez raison, ça existait. Une erreur, monsieur, couverte par votre droit. Tout va bien pour l'instant. Nous allons revenir au point central, si vous le voulez bien. Ce sera une autre question de sport, monsieur Échinard, mais il va s'agir uniquement de jeux d'équipe, monsieur. Oui. Et vous devrez nous dire si oui ou non, ces sports étaient pratiqués en France, je dis bien en France, en 1896, monsieur. Oui. Alors, nous allons voir ces sports représentés par des photos actuelles. Récente. Oui. Récentes. Bien, alors monsieur, premier sport, le basketball, existait-il en 1896 en France? Non. Non. Nous passons au deuxième sport, le football. Oui.
Oui, il existait. Nous passons au troisième sport, le handball. Non. Non. Nous passons au quatrième sport, le rugby à 15. Le rugby, oui. Oui. Et enfin, monsieur, le dernier sport, le volleyball. Alors, je ne le mettrai pas non plus, non. Non. Bien, monsieur. Je ne vous demande pas droit à l'erreur. Et pour cause. Et pour cause. Vous avez été très vite sur cette épreuve. Nous allons voir si vous avez eu raison, monsieur. Alors, voilà comment va se passer la vérification. Nous allons revoir vos réponses. Et à chaque fois, nous vous représenterons la photo que vous avez déjà vue. Mais il y aura une petite surprise. Alors, premier sport présenté, le basketball. Vous avez dit non, ça n'existait pas en Je ne crois 96. pas, non. Alors, si ça n'existait pas en 96, sous cette photo, nous devons retrouver la même. C'est la même, monsieur, ça n'existait pas, en effet, introduit par les Américains en 1917 seulement, et fédération créée vers 1930. Deuxième photo, monsieur, le football. Vous avez dit non. Non, non, vous avez dit oui. J'ai dit que ça existait. Oui, oui, vous avez dit que ça existait, je suis désolé. Oui, oui, oui. Oui, alors là, je suis affirmatif, je m'en souviens très bien, vous avez dit oui. Bien, oui, parfait, c'est rectifié. Alors là, nous devons voir des footballeurs de 1896, nous n'en voyons pas des, mais un, une très très belle photo d'ailleurs, beau footballeur de cette époque. Donc tout va bien pour l'instant, monsieur, toutes les réponses sont bonnes. Donc, la troisième réponse, le handball, vous avez dit non, ça n'existait pas. Nous devons voir la même photo si ça n'existait pas. C'est la même, monsieur, en effet, premier club à partir de 1925, fédération en 1941, le handball. Ensuite, monsieur, nous avons vu le rugby à 15. Vous nous avez dit oui, ça existait. Nous devons trouver à ce moment-là une vieille photo et nous trouvons en effet deux rugbyman de l'époque. Il faut dire qu'on ne voit jamais de photos, évidemment, de joueurs pratiquant le sport, car à l'époque, l'appareil ne pouvait pas prendre. Alors on voit toujours des joueurs qui posent avec le ballon dans les bras. Il avait été question à un moment donné, d'ailleurs on a été obligé de préciser parce que football, c'était le nom qu'on donnait au rugby. Oui. Et ensuite on a différencié entre football association et football rugby en quelque sorte. C'est cela. Donc monsieur, tout va bien pour l'instant. Une dernière réponse bonne et vous avez gagné. Nous avons vu un match de volleyball. Vous avez dit... Non. Je vous avais dit, je ne le vois pas sur l'écran, mais ça va venir. Bon, enfin, je vous avais dit j'avais non. dit non. Je le garantis, non, le voilà qui apparaît. Vous aviez dit non, c'est exact, monsieur. Eh bien, nous allons voir si vous aviez raison. En effet, c'est la même photo, car le volleyball n'est apparu qu'en 36, monsieur. Donc, tout va bien, toutes les réponses sont bonnes. Ça va mieux pour les sports d'équipe que pour les épreuves. Vous me parliez de ma famille tout à l'heure. Oui. Mon père a vu les Américains en 1917, justement, enfin dans ces années-là, qui à Marseille faisaient les premières exhibitions de basketball et il a joué à ce moment-là. Ah, mais alors là, vous avez une référence très directe. En tant que tout jeune. Et oui, c'était les Américains qui, arrivant c'était pour un produit de... combattre à nos côtés en 14, ont introduit à ce moment-là le basketball. Monsieur, 1897, nous progressons toujours dans la belle époque. L'année est placée sous le signe de la charité. Quel beau programme. Hélas, ce printemps 1897 va être un printemps de feu. Pour nos souvenirs, un pèlerinage. Quatrième épreuve. En cet après-midi du 4 mai 1897, tout ce que Paris compte de duchesse, marquise, comtesse, baronne ou générale s'est donné rendez-vous 17 rue Jean Goujon entre la Seine et les Champs-Élysées. Une grande kermesse y réunit toutes les dames patronnesses de Paris dans un décor de rue moyenâgeuse où chaque boutique est tenue par des dames d'une œuvre différente. Le bazar de la charité, décor de carton-pâte garni de tulle, taffetas, papier crépon, rubans et dentelles. Tout est prêt à flamber comme une poignée de paille. Il est 4 heures, une foule compacte se presse le long des 80 mètres de rue, au coude à coude. Elle piétine devant les stands, il fait une chaleur étouffante. 1200 personnes se trouvent à ce moment précis prises au piège. À 4h10, la 4e séance de cinématographie va avoir lieu. Dans la cabine de projection, l'opérateur débouche une bonbonne d'éther, son jeune assistant craque une allumette. Vous avez compris la suite. En quelques minutes, le bazar de la charité s'est transformé en bazar de l'épouvante, où la lâcheté et l'abominable côtoient l'abnégation et le sublime dans un même cercle d'enfer. Écoutez ce récit d'un témoin. L'horreur a atteint son apogée. La foule, pourchassée, traquée, semble danser sur place. La chaleur est telle
que les robes et les chevelures flambent spontanément comme des boîtes d'allumettes. Un hurlement continu se mêle au ronflement du brasier et sur cette confusion ressort à tout instant le cri net, suraigu d'une femme brûlant d'un seul coup, ou cette détonation sinistre qui devient de plus en plus fréquente de minute en minute, le craquement d'un crâne que la chaleur fait éclater. À côté de ce lieu maudit a été construite une chapelle. C'est ici que nous vous accueillons ce soir en direct, rue Jean Goujon. Cette chapelle se nomme Notre-Dame de Consolation. Ici même, dans le calme impressionnant de ce sanctuaire, 120 femmes sont mortes pour avoir fait la charité. 120 femmes et 5 hommes, oui, 5 hommes seulement, sur les centaines qui se trouvaient là. Ces chevaliers du Besmin devenus dans la panique, les chevaliers du coup de canne, se frayant un chemin à travers la foule où plusieurs victimes moururent des fractures de crâne. Une seule date pour tous ces morts, 4 mai 1897. 4 mai 97. On aurait pu ajouter la même heure entre 4h10 et 4h14 de l'après-midi. Au cœur de ce sanctuaire, nous allons trouver le nom de la duchesse d'Alençon, sœur de Sissi, vous savez, l'impératrice d'Autriche, morte pour avoir voulu aider les autres. Plusieurs témoins l'ont vue diriger les jeunes filles de son stand vers la sortie, calme, sereine, une grande dame. Son mari, le duc d'Alençon, se précipita par 3 fois dans la fournaise pour la retrouver. On lui affirma alors que la duchesse était sauvée pour qu'il ne se lance pas, une dernière fois, dans les flammes. Il ne se passe pas de semaine sans que des visiteurs silencieux viennent se recueillir sur les lieux où périt l'un des leurs. C'est ainsi que ce soir, nous accueillons ici Monsieur Gabriel de Froissart. Bonsoir, Monsieur de Froissart. Bonsoir, monsieur. Je voudrais vous poser quelques questions, si vous le permettez. Quels étaient les membres de votre famille qui ont péri ici, monsieur? Mon arrière-grand-mère, Madame de Cesval, à l'âge de 70 ans, n'a pas péri absolument dans les lieux, mais à son retour à son domicile à quelques pas. C'est-à-dire qu'elle a été brûlée grièvement, on l'a transportée à son domicile, c'est bien cela? Exactement, on l'a transportée à son domicile et lorsqu'on a voulu lui enlever ses vêtements, la chair restait collée avec et elle est morte quelques instants plus tard. Oui, elle était venue seule ici, monsieur? Elle était venue avec ses nièces et sa fille qui l'ont aidée à s'en aller, à se sauver. À se sauver. Et je voudrais vous poser une autre question maintenant, monsieur de Froissart. Dans quelles circonstances cette chapelle a-t-elle été créée ici? Après l'incendie du bazar de la Charité, un certain nombre de personnes ont voulu constituer, plus exactement construire un monument commémoratif. Oui. Dans ce but, un terrain proche du lieu du sinistre s'est trouvé à vendre. À ce moment-là, on a constitué une société qui a acquis le terrain et, avec les nombreux dons recueillis, construit cette chapelle. Oui, avec des petites stèles pour chaque famille. Et il a été prévu que tous les morts à l'occasion du sinistre du bazar de la Charité, seraient inscrits le long du chemin de croix que vous avez vu jusqu'à présent. C'est cela. Et chaque année, y a-t-il encore une messe Oui, il y a une messe commémorative tous les ans, le 4 mai. Est-ce qu'il existe encore des témoins oculaires? Des témoins oculaires, à ma connaissance, non, mais des enfants de témoins oculaires, oui. Et des petits-enfants, comme vous êtes bien entendu. Bien évidemment. Vous en parlez toujours avec un peu d'émotion, ce fut quand même une affaire très douloureuse. C'est forcément très triste de voir périr autant de monde en si peu de temps. Eh bien, merci, monsieur Gabriel Froissart, d'être venu témoigner pour nous ce soir ici. 14 jours avant la catastrophe, une voyante, mademoiselle Couédon, avait en public prévu le tragique événement. Elle avait dit ceci très précisément, écoutez bien. Près des Champs-Élysées, je vois le feu s'élever et des gens qui hurlent.
des chairs grillées, des corps calcinés. J'en vois comme par pelleté. C'était 14 jours avant. Passants qui passaient rue Jean Goujon. Arrêtez-vous un instant, ou tout au moins ayez une pensée pour ces plus belles dames de Paris dont les corps carbonisés ne purent être identifiés et qui moururent ici voici 78 ans, victimes d'un geste charitable en cette belle époque où en France on pouvait encore mourir de faim. À vous, les studios. Eh bien, monsieur, après ce pèlerinage à la chapelle de la Consolation, beaucoup de Parisiens passent tous les jours devant et ne savent pas que c'est là le bazar de la Charité. C'est là que cette catastrophe a eu lieu. Nous allons évoquer, monsieur, les services publics dont pouvaient disposer les Parisiens à cette époque. Et pour cela, je vous invite à découvrir cette rue parisienne que nous avons reconstituée, monsieur. Alors, vous avez là, nous les passons en vue une première fois très rapidement, une échelle de pompiers, une bouche d'égout, un peu plus loin, une boîte aux lettres publique, une ambulance municipale, et enfin un passage clouté où un piéton qui lit son journal s'apprête à s'engager. Monsieur, en 1897, quels étaient parmi ces services publics ceux qui existaient déjà? Alors nous revenons, monsieur, à la grande échelle des pompiers. Je dois dire que j'ai un petit problème là aussi parce que le préfet de Paris à cette époque-là était le préfet Lépine, Oui. et c'est lui qui a aménagé en quelque sorte toutes sortes de secours publics dans la ville. Oui. Mais il a été préfet pendant très longtemps et par conséquent, est-ce que c'est avant 97 ou après, ça me pose bien entendu un peu des problèmes. Oui. Alors monsieur... Alors, je serais tenté de dire oui. Oui. Donc nous ne mettons rien pour l'instant, nous laissons tel que c'est, oui. Le tout à l'égout, monsieur, et les bouches d'égout dans Paris. Oui. La boîte aux lettres publique. Non. Non, monsieur. Donc, je la raye. Pardon. Excusez-moi, je mets une petite croix devant. Voilà qui est fait. L'ambulance municipale, monsieur. Oui. Oui. Et enfin, le passage clouté, monsieur. Ben, je dirais non. Donc, je le raye. Voilà qui est fait, monsieur. Droit à l'erreur ou pas? Oh, je serais presque tenté d'intervertir entre la bouche d'égout et la boîte aux lettres, mais enfin, on risque de se tromper pour le courrier. Alors, j'intervertis pas et je prends un droit à l'erreur. Bien, monsieur. Nous vérifions maintenant si vos réponses sont bonnes. La grande échelle des pompiers, nous la revoyons, elle n'a pas été rayée. Existait-elle? La grande échelle des pompiers date de 1870. Je vous précise qu'elle faisait déjà 20 mètres de haut, ce qui est considérable pour l'époque, et qu'elle était manipulée par les hommes que vous voyez dans cette voiture, mais aidée quand même par de puissants ressorts. Donc, monsieur, déjà des échelles de 20 mètres en 1897, tout va bien. Donc, vous avez eu raison. La bouche d'égout, le tout à l'égout est gris, donc d'égout sur les trottoirs. Est-ce que ça existait déjà en 1897? Et oui, pour la bonne raison que cela date de 1894. Mais vous pouvez remarquer que déjà on prenait des consignes de sécurité avec la petite barrière et l'homme de guet. Monsieur, vous avez rayé la boîte à lettres publique, vous considérez qu'elle n'existait pas en 1897. Vous avez eu tort, monsieur Échinard, car on peut dire que les boîtes à lettres telles qu'on les conçoit aujourd'hui datent de 1868. Elles étaient très rares, je dois vous le préciser et vous le concéder. Mais dès 1880, elles étaient beaucoup plus nombreuses. Et en 1897, à Paris, dans Paris même, il y avait de nombreuses boîtes comme celle que vous voyez là, en bois, avec une porte de fer. Et attention, indiquant s'il vous plaît l'heure des levées. Déjà. Monsieur, une erreur. Ensuite, l'ambulance municipale, vous l'avez laissée. Eh bien, vous avez eu raison, car l'ambulance municipale date de 1895, tout au moins en ce qui concerne l'ambulance urbaine,
car les premières ambulances étaient uniquement municipales, donc dépendaient des municipalités, de 1887. Et c'est en 1895 que la ville de Paris organisa un service d'ambulance urbaine. Enfin, dernière chose, le passage clouté, vous l'avez rayé, monsieur Échinard, avez-vous eu raison? Oh oui, oui, puisque le passage clouté est une invention du préfet de police Jean Chiappe et qui date de 1933. Et oui, les passages cloutés, c'est très récent finalement. Oui. Monsieur, une erreur? La boîte à lettres. Hein? Oui, oui, oh, je voyais qu'il y avait quelque chose, mais je ne pouvais pas, je ne savais pas. Vous ne le saviez pas, monsieur. Eh bien, si vous le voulez bien, nous allons nous rendre dans le point central, où nous attend une terrasse de café, monsieur. Et nous allons parler mode. Vous me direz parler mode, pour un monsieur, ce n'est peut-être pas l'idéal. Non. Mais c'est important quand même de connaître la mode, ça permet de situer les personnages lorsqu'on les voit. Alors nous sommes à une terrasse, monsieur, et nous allons regarder des dames et des messieurs passer devant nous. Alors, si vous considérez que les femmes que vous allez voir pouvaient exister en 1897, vous direz avant, c'est-à-dire avant 97, et 97 également. Donc avant, pour ce qui ne pouvait pas exister, c'est-à-dire que ce que vous ne pouviez pas voir en 97, vous direz après. Oui. Nous sommes d'accord? Avant pour ce qui était possible, après pour ce qui ne l'était pas. Bien. Alors, nous commençons et nous regardons avec plaisir une ravissante personne qui s'approche de nous, là. Oui. 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 Avant? Oui. Avant donc pour cette première dame. Un monsieur maintenant. Bonjour monsieur. Bien. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur? C'est douteux, je ne sais pas, on verra plus. Peut-être un peu plus tard. Il y avait déjà des chapeaux melons, mais il fallait voir le manteau, tout peu ça. portés, oui. Alors. Le manteau, écoutez, je donnerai ma réponse tout à l'heure. Oui, alors nous allons voir une dame maintenant. Alors là, je dirais non. Merci, madame. Donc après, pour cette personne... Je dirais après 97. C'est ça, après. Non, mais nous sommes bien d'accord, je traduis votre pensée. Et enfin, une dernière personne qui arrive avec un instrument fort curieux. Oh, c'est charmant, ça. Vous avez un petit ennui, monsieur? Tout va bien, merci. Je vous en prie. Monsieur, alors. Cet homme cycliste. Oui, mais l'homme cycliste a des souliers... Ne voyez que le costume, monsieur. Ah bon? Pas les souliers? Non. Chapeau... 97. Oui. Donc, l'homme cycliste avant, je vous répète vos réponses certaines. La femme avec grand chapeau que nous avons vu juste avant l'homme cycliste après, vous avez dit, oui. Vous avez hésité sur le bourgeois. Et la première dame que nous avons vue, vous avez dit avant. Voilà, oui. Pour l'instant, il vous reste donc une réponse à me donner sur le bourgeois, monsieur. Voulez-vous qu'il revienne? Monsieur, voulez-vous oui. revenir auprès de monsieur Échinard afin qu'il vous voie bien? Je dois faire attention à tout, je suppose. Oui, monsieur, oui. Alors, c'est la qualité du manteau, peut-être? Alors, je dirais oui. Vous dites oui, monsieur? Oui. Bien, les réponses sont enregistrées, donc... avant, avant, après, avant. Voilà exactement vos réponses, monsieur. Alors nous allons voir si vous avez eu raison. Nous allons revoir tout d'abord la ravissante jeune femme qui s'est présentée à vous. Vous avez dit que c'était possible, vous avez dit avant. Elle a une tournure. Et c'était avant, en effet. Elle a surtout un faux cul, monsieur. Oui, or, c'est la tournure, 86. c'est pareil. Oui, c'est la faux cul, bien sûr. Et c'est parfaitement exact, monsieur. Pour l'instant, tout va bien. Deuxième réponse, pour ce bourgeois, vous avez dit avant, c'était après. Oui. Et non. C'est 1905, ça, et notamment ce par-dessus très oui, caractéristique qui n'apparaît pas avant. C'est ça qui m'a troublé. C'est vraiment exactement la gravure d'un catalogue oui, que nous avons pris, exactement reproduite par notre ami Mick Bernard. Nous allons maintenant voir la deuxième dame qui s'est présentée avec ce fort beau chapeau. Vous avez dit après, et c'était après. En effet, 1905 aussi, 1904. C'est très 1900, surtout ce grand chapeau. Oui, est très et les manches aussi qui sont resserrées et longues. Enfin, l'homme cycliste, vous avez dit avant, et c'était avant. Vous aviez raison, monsieur, de 1894, enfin de cette époque-là, exactement.
Il y a une erreur, monsieur. Oui, la bourgeoisie ne m'a pas réussi. Il y a une erreur, et malheureusement là, comme vous aviez consommé votre droit à l'erreur sur la question précédente, eh bien, aïe aïe aïe, Gilles Lévesque, une deuxième fois, à vous. Oui, mais il a eu le temps de récupérer. Je crois que tout va bien se passer et je remercie M. Echinard qui s'est trompé plutôt sur la mode que sur le rugby. Ça m'a fait plaisir. Alors, vous êtes en forme? Vous avez récupéré? Je suis d'attaque, oui. Vous m'avez l'air de respirer maintenant normalement. Oui. Je vous enlève la assez. couverture. Je Oui. suis votre soigneur, moi. Ok, merci. 5, 4, 3, 2, 1, top! Et c'est parti. Il a 2 minutes 27 pour le tour. On dirait vraiment du fromage. 20 cm de côté, là, pour trotter. Top! Et voilà. Il a fini et il souffle. 13 secondes. Ce qui me paraît important, ce qui me paraît tout de même moins essoufflé qu'au début, que la première semaine. On dirait qu'il récupère 15 secondes. mieux. Non, monsieur Chinard, ce n'était pas les Jeux Olympiques. 30 secondes. 30 secondes de récupération. Il a l'air d'avoir assez bien récupéré, franchement. 45 secondes. 45 secondes de récupération. À 50 secondes, il 50 va monter secondes. sur sa poutre. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, top! 1 minute 15. Cette poutre m'a l'air plus dure que l'autre. Une minute 30. 1 minute 30. Quel coup de hache. Hop. Et il a tourné sur lui-même. 1 minute 40. 1 minute 40. 1 45. 1 45. 1 50. Il est dans une forme extraordinaire. 1 50. 1 55. 1 55. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes 5. 2 minutes 5. Top! 2 minutes et 8 secondes. 2 minutes 8 secondes, exactement. C'est un peu moins bien que la première fois, mais c'est bien quand même. Le bois Hein? est moins bon. Voilà la respiration un petit peu. On va écouter votre respiration, Gilles. C'est tout ce qu'il peut dire, vous voyez. C'est formidable. Bravo, Gilles. À vous, Pierre Bellemare. Eh bien, encore une fois, le grand suspense, monsieur, c'est, vous l'avez compris, la récupération. Là, bien sûr, c'est encore pour 2 minutes 27, cela va bien. Il y a 20 secondes d'écart. N'oubliez pas d'abord qu'en 5e semaine, il n'y aura plus ces 20 secondes. Et puis d'autre part, il y aura 15 secondes de moins encore. Et puis, n'oubliez pas surtout que vous êtes toujours à la merci d'une chute répétée. Et c'est là l'extrême C'est ça qui me danger, fait car il a un mal terrible à récupérer rapidement. Il y faut 20 minutes. Et là, ça allait très bien, bien entendu. Alors, monsieur, il vous reste un droit à l'erreur. Nous sommes d'accord? Alors maintenant, suspense pour la dernière épreuve. Continuons notre remontée du temps, 1898. Tout ne va pas pour le mieux entre l'Angleterre et la France, monsieur. Ce n'est pas encore l'ère de Concorde, ce n'est même pas encore l'entente cordiale. Ah, à cela il y a une raison, monsieur. Du sable. Que du sable. Ce sera l'objet de notre 5e épreuve. Il n'y a pas encore de blanc à Fachoda. Non, il n'y a pas encore de blanc à Fachoda. Cette simple phrase, le capitaine Marchand et ses compagnons se la répètent à satiété au soir du 26 juin 1898. Elle les paye de tant de choses. 2 mois de souffrance et d'incertitude. De cette marche interminable et harassante à travers les marais fétides d'une Afrique hostile. De la chaleur, de la soif. De la mort aussi qui a frappé plusieurs d'entre eux. Comme ils ont eu raison d'y croire, il n'y a bien aucun blanc lorsque 15 jours plus tard, ils parviennent enfin à ce Fachoda. Tout juste trouveront-ils des scorpions et des serpents seuls locataires d'un fortin en ruine, mais
De l'anglais, pas trace. Du coup, Waterloo et Trafalgar sont oubliés. C'est la grande revanche, et sans affrontement, sans avoir tiré un seul coup de feu. Et les semaines passent. C'est beau, Fashoda. N'est-ce pas le paradis? Ce petit fortin rénové, à l'ombre duquel fleurs et petits pois se sont mis à pousser. Et puis, il y a le Nil, immense et désert. Les Anglais auraient-ils renoncé? Non. À défaut de célérité, ils ont de la ténacité à revendre, les Anglais. Le 19 septembre, le fleuve se couvre de canonnières et de chalands. Kitchener arrive. Mais, 3 mois trop tard, pensent Marchand et ses hommes. Bien décidés à ne pas céder la place, dussent-ils se faire tuer jusqu'au dernier. La guerre n'aura pas lieu. Ou plutôt, elle s'est déplacée. Elle se déroule maintenant sournoise et secrète, à l'ombre des murs épais, dans l'atmosphère feutrée des ambassades, là où on ignore ce que c'est que de mourir des fièvres et de dysenterie. Le 3 novembre, le gouvernement français fait savoir qu'en présence de l'état sanitaire de la mission Marchand, SIC, elle lui ordonne de quitter Fashoda. Il y a toujours des blancs à Fashoda en cette fin de siècle. Ils ont l'accent d'Oxford. Et à 5 heures, ils prennent le tir. Monsieur, nous sommes en 1898, donc l'affaire de Fashoda, vous la connaissiez, mais ce n'est pas sur cette affaire précisément que je vais vous interroger. Nous avons là une carte, monsieur, de l'Afrique. Nous voyons des pays, monsieur, qui sont déjà attribués. C'est-à-dire que vous voyez ici le Zaïre, nous l'avons nommé tel qu'il se nomme actuellement, qui est attribué donc à la Belgique, à l'État belge, je précise bien. Le Cameroun à l'Allemagne, la Sierra Leone à la Grande-Bretagne, le Tchad à la France et la Libye à l'Italie, monsieur. Bien. Alors, voilà en quoi consiste la question, monsieur. En 1898, vous ne devrez laisser les pavillons que sur les pays qui étaient entièrement conquis et donc appartenaient à l'État lui-même. Je précise bien. Entièrement conquis, donc la conquête était entièrement terminée, et qui appartenait à l'État lui-même en tant que colonie. Bien. Alors, monsieur, nous repartons et nous voyons le Zaïre, monsieur. Bien. Alors, le Zaïre, donc, c'est le Congo belge. Le Congo belge a été possession personnelle du roi Léopold II. Et ensuite, manquant d'argent pour l'entretenir, il a cédé, il a vendu à son royaume, en quelque sorte, à la Belgique. Mais je pense qu'il a dû le vendre plus tard. Par conséquent, on peut l'enlever. Bien, monsieur, c'est parti. Le Cameroun, monsieur. Cameroun est à l'Allemagne. Simplement, elle va hériter d'un bout supplémentaire au moment, en 1911. Oui, mais déjà, le Cameroun est déjà installé, est allemand, c'est bon. Sierra Leone, monsieur. Sierra Leone aussi, ça va. Ça va. Le Tchad, monsieur. Je rappelle le encore Tchad, une colonie entièrement possession. Oui, alors 1898, c'est l'affaire... attendez. 1898, il n'appartient pas encore totalement à la France, puisque c'est en 1900, je crois, que la mission Lamy arrivera à bout du Tchad. Donc, j'enlève le drapeau. Oui. Enfin, monsieur, dernier pays, la Libye. Alors, la Libye, il y a une partie, il y a une guerre entre l'Italie et la Turquie à propos de la Tripolitaine, et par conséquent, je lèverai aussi l'Italie. Voilà, monsieur. Alors, monsieur, on regarde les réponses? Oui, on regarde la réponse. Je crois que c'est ça. Bien, monsieur. Le sort en est jeté, monsieur. J'espère que vous avez bien fait de garder votre droit à l'erreur pour la toute dernière épreuve, où là, vous êtes complètement tranquille. Nous allons voir, monsieur. Le Zaïre, vous nous dites donc qu'il appartient au roi des Belges
à sa propriété personnelle, mais Personnelle, oui. pas à la Belgique, à l'État belge. Je vais enlever ce morceau du territoire. S'il n'y a pas le drapeau belge à nouveau dessous, monsieur, vous aurez gagné, vous aurez raison. Il n'y a rien, monsieur. Donc, vous aviez raison, en effet. C'est exact. Il n'a été belge qu'en 1908, monsieur. Bien. Cameroun, monsieur, vous avez laissé le pavillon allemand, actuel, je le précise, je n'étais pas sûr à l'époque, mais nous avons actualisé tout cela. Alors, on doit retrouver ce pavillon sous ce petit cache. Il y est, monsieur, c'est exact. Sierra Leone, vous l'avez laissé aux Britanniques. On doit retrouver le drapeau britannique. Il y est, monsieur, encore exact. Je précise, le Cameroun allemand depuis 1884, la Sierra Leone depuis 1896, c'est très récent. Nous sommes en 98, est-ce que le Tchad est entièrement conquis par les Français ou pas? Il ne doit pas y avoir de drapeau, monsieur, puisque vous l'avez enlevé. Il n'y en a pas, monsieur. Tout va bien? Enfin, la Libye, vous avez enlevé le drapeau italien, il ne doit rien avoir là. Et vous êtes sauvé? Oui, oui, il n'y a pas. Vous êtes sûr? Il est sûr. Vous avez raison, monsieur, bravo. Excellente réponse. En effet, la Libye ne fut italienne qu'en 1912 et le Tchad, on est en cours de conquête, mais elle ne sera terminée que plus tard, monsieur. Eh bien, la politique européenne va constituer notre dernière question. Je vous demande de vous écarter, monsieur. Épreuve suivante, s'il vous plaît. Nous allons voir apparaître 4 grands chefs d'État, une reine, un président de la République, un empereur, reine et impératrice d'ailleurs. Venez ici, monsieur. Oui. Approchez-vous, voilà, jusqu'ici. Très bien. Vous voyez là, monsieur, ces personnages hautement qualifiés. La reine Victoria, le président Félix Faure, l'empereur Guillaume II. Mais en janvier 1898, quel était pour la reine son Premier ministre, pour Félix Faure son président du Conseil, et pour Guillaume II son chancelier? Je vais vous en proposer 2 à chaque fois, monsieur. Bien. Alors, pour la reine Victoria, en janvier 1998, je précise bien, monsieur, vous avez le choix entre Salisbury et Gladstone. Salisbury. Salisbury, monsieur, il est placé. Janvier 1998, comme président du Conseil, monsieur, vous avez le choix entre Ribot et Méline. 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 Il est placé. Enfin, en janvier 1998, vous avez le choix, comme chancelier d'Allemagne, entre von Bülow et le prince zu Hohenlohe. Bülow. Von Bülow. De toute façon, droit, les vrais. De toute façon, droit, les vrais. Vous jouez la sécurité. Ah oui, là, il y a Mais pas on va voir, monsieur, si Oui, vous oui, avez oui. eu raison de jouer comme ça. De toute façon, vous avez eu raison, puisque... Oui. Bien, mais non, on va. Peut-être que vous avez bon partout. Victoria, Salisbury, je vais retourner la reine, qu'elle ne m'en veuille pas. C'est Ici, bon. son Premier ministre est derrière. C'est bon, monsieur. Félix Faure, Méline, c'est toujours bon, monsieur. Ah, Guillaume II, von Bülow. Ah, heureusement, Eh oui. monsieur, car c'était sourd et long. Bien joué, monsieur. Vous avez gagné la partie. Bravo. Ça a été dur. Ça a été dur. Venez près de moi, monsieur. Nous allons tout de suite, je crois, remercier Gilles Lévesque qui vous a rattrapé Ah oui. 2 fois de suite. Et brillamment. Et pour savoir l'état dans lequel il se trouve maintenant, détendu sûrement puisqu'il a gagné encore cette semaine avec monsieur Echinard, je laisse la parole à Roger Coudert. Oui, il est mieux, il est beaucoup mieux. Mais tout à l'heure, lorsque monsieur Echinard a très bien répondu, après la deuxième épreuve, vous étiez en assez mauvais état quand même. Hein? Oui, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais là, je suis récupéré, je suis correct. Et Théophile a très bien dit, tout ça c'est une histoire de récupération. Et c'est là où vous gagnerez, où vous chuterez. Il faut que M. Echinard joue intelligemment, je pense qu'il le fait. D'ailleurs, il joue très bien. Très bien. Il le fait très bien. Ça, c'est capital pour Gilles. Il faut qu'il récupère. Voilà. Et bien maintenant, rendez-vous à la semaine prochaine, puisque vous avez maintenant... Ne cachons rien, Roger. Comment? Ne cachons rien, rendez-vous à tout de suite parce que nous allons dîner ensemble. Alors, faut pas avoir peur. Oui. Ah ben, je la prends un instant sur les ondes. Je sais, je suis charmé. Parfait. À Eh vous, bien, Pierre. Roger, bravo. Bravo pour monsieur Gilles Lévesque, bravo pour monsieur Echinard. La semaine prochaine, bien sûr, nous nous retrouverons, chers amis, pour jouer avec vous à la 3e semaine de la Belle Époque. Nous serons donc là, arrivés au 20e 1900. siècle, monsieur. Nous passerons la 1900.
Bonne fin de soirée sur Antenne 2. À la semaine prochaine avec la tête et les jambes. Au revoir.